Bonjour, bonjour à toutes et tous, bonjour particulièrement à toi Anne-Sophie, merci infiniment de me rejoindre sur cette interview. Non, je vais te laisser te présenter justement. Ce que je te propose, si tu veux bien nous dire, toi, comment tu te présentes, quel titre tu utilises et puis peut-être les raisons pour lesquelles tu as fait ce choix. Bonjour Adrien, merci déjà de m'inviter pour cette interview, j'adore ça. Puis alors me connecter à toi, c'est vraiment chouette. Alors moi je me considère comme praticienne en hypnose et coach en préparation mentale aussi, parce que j'ai les deux titres associés. Pour moi, c'est important de distinguer légèrement les deux et d'associer les deux aussi. Voilà, donc praticienne en hypnose parce que j'aime pas trop le terme de thérapeute, même si, voilà, enfin, pour moi, on ne soigne pas, on ne guérit pas, mais plutôt on est dans la pratique, dans le fait d'accompagner l'autre, et je trouve que ça me convient mieux, praticienne en hypnose. Tu as été interviewé justement récemment par France Télévisions, tu peux nous dire deux mots de cette expérience? Oui, oui, c'est France 3, donc Paris-Île-de-France, qui est venu me filmer dans mon cabinet parisien et à l'Opéra de Paris, avec deux artistes différents que j'accompagne depuis quelques temps maintenant, dont une depuis 5 ans. Et c'était une expérience géniale parce que bah, j'avais des caméras et j'ai quand même fait des mini-séances. Après, ils ont coupé, hein, puisque l'extrait n'est que de 2 minutes. Euh, et c'était vraiment chouette de montrer mon travail. Euh, télévisé, hein, de manière télévisée, et voilà, médiatisé. J'ai eu un article aussi dans le magazine Marie-Claire. Donc, ouais, je suis assez fière de ce que je fais, en fait, faut le dire, hein. Enfin, je suis fière de mon travail, de la transmission. Donc, ouais, c'est une belle reconnaissance. Super, et donc coach en préparation mentale, et ça fait bien le lien avec la question suivante que je voulais te poser. Toi, j'imagine que tu as eu une vie avant l'hypnose. Est-ce que tu peux nous Oui, dire peut-être les grands éléments, et puis surtout, quelle influence on peut retrouver dans ta pratique aujourd'hui? oui, alors moi, je suis artiste lyrique. J'ai fait une carrière de 25 à 30 ans à peu près, hein, parce que je continue encore un peu à chanter. J'ai un récital la semaine prochaine, notamment au Portugal. Donc ça, c'est chouette. Donc j'ai parcouru un peu toutes les villes de France et puis l'étranger sur scène. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça m'amène à des questionnements sur mon mental, mon positionnement sur scène avec tout ce qu'il y a à gérer quand tu es sur scène. C'est-à-dire qu'on apprend des choses au conservatoire, mais on n'apprend pas à bah, ce que c'est que le trac. On dit à un artiste que c'est normal qu'il ait le trac. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et c'est vrai que c'est une question qui m'a toujours interrogée pendant ma carrière parce que je me demandais comment certains faisaient, par exemple pour gagner des concours et moi pas. Et puis c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des sentiments physiques très désagréables et qui retentissent sur les capacités vocales et ben il n'y a pas de réponse quoi. Donc ça m'a interrogée quand même pas mal. Et c'est vrai que alors l'hypnose déjà bon ça a été un peu à part, ça c'était plus pour me relever d'une dépression. Mais après, je me suis quand même intéressée davantage au mental et via la formation de Jonathan Bellegros Ok. pour les sportifs de haut niveau, qui m'a énormément aidée, qui m'aide encore. Enfin, j'ai toujours son bouquin dans un coin de ma tête, etc. Parce que j'ai adapté ça pour les artistes de scène. Pour moi, c'est exactement les outils qu'il m'aurait fallu pendant ma carrière et que je transmets aujourd'hui aux artistes de scène. Génial, parce qu'effectivement, j'ai vu quelques vidéos, j'en mettrai peut-être en incrustation dans le montage. Voilà, quand tu es chanteuse lyrique, c'est tout ton corps, c'est ta colonne d'air, c'est ta respiration. On peut imaginer que si des émotions peuvent être de nature à te couper le souffle ou à te nouer le bide ou la gorge, euh, Et bah là, on est un peu pris au piège quand même là, hein, parce que on est tout nu. Quand on chante, on est à poil en fait sur scène, par rapport à un instrumentiste qui lui a son instrument qui le cache un petit peu. Je dirais qu'un chanteur, il est complètement nu quoi. Et ça peut être très déroutant si on n'a pas d'outils pour déjà sentir qu'on est acteur de ce qu'on fait et qu'on ne va pas subir quelque chose au dernier moment. Donc moi j'entrais sur scène pendant toutes ces années de façon très aléatoire en me disant qu'est-ce qui va se passer, comment ma voix va sortir. Et il y avait toujours ça, hein. Et alors en même temps j'ai continué parce que j'adorais ça, ce sentiment de qu'est-ce qui va se passer, parce que je suis une challengeuse, hein. Moi j'adore les défis, les challenges, je vais au bout des trucs.
mais quand même à quel prix, quoi. Au niveau de la torture du bide, enfin intérieurement, on est quand même vraiment brassé, quoi. Et le fait d'avoir des outils après en se disant je peux créer mon propre état avant d'entrer sur scène et être quelque part en train de maîtriser complètement ce qui se passe en moi, ce qui va se passer autour. Cette préparation est tellement rassurante, tellement rassurante. Et donc je transmets cette espèce de sécurité aux artistes qui sont un peu dans le vide là. Ils se disent bah, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Génial, et du coup j'entends dans ce que tu dis, il y a beaucoup effectivement donc la notion préparation, comment tu anticipes, peut-être un peu de psychopédagogie, c'est-à-dire nommer les émotions, les mécanismes du trac, et par anticipation déjà permettre de se préparer. J'imagine que c'est de nature aussi à abaisser le stress, puisque ben, il y a une espèce de préparation, comme si le cerveau il a anticipé d'une certaine manière, et j'imagine aussi que tu transmets des outils, parce que même si tu te prépares bien, tu n'es jamais à l'abri que en live, il se passe quelque chose, une émotion, quelque chose dans le spectacle ou j'en sais rien. Exactement. Ouais, ouais, alors les émotions, il y a beaucoup la peur qui revient. La peur, alors parfois la peur de réussir, la peur de briller, la peur de alors, celle qui est très, 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 très fréquente, je dirais, c'est, la peur d'avoir honte. Et la honte chez un artiste, c'est camouflé parce que souvent, je leur pose plein, plein de questions pour aller jusqu'au bout de leur raisonnement mental et de leur scénario mental. Et on en vient à la peur de souffrir de la honte et d'avoir honte d'être humilié dans le métier, d'être la réputation d'être bafoué. Et donc, cette peur de la honte est déjà présente avant même qu'ils entrent sur scène. Donc là, il faut tout déconstruire pour réautomatiser autre chose. Alors souvent, c'est revenir au présent, mais aussi prendre des ancrages de ce qui s'est passé dans leur carrière avant, qui ont été pour eux des succès, des victoires, des fiertés. Et ça va très très vite. En plus, les artistes, ils ont quelque chose de génial, c'est que l'imaginaire est débordant en fait. La créativité extrêmement présente, ils sont spontanés, ils sont hyper connectés à eux, à leurs sensations. Donc l'hypnose, c'est juste un cadeau pour moi. Avec eux, c'est ouais, ils sont hyper connectés à eux tout de suite. Il y a très peu de mental, enfin très peu de résistance mentale. Et ensuite, ouais, effectivement, pendant la prestation, c'est transmettre des petits trucs, bah, ne serait-ce que tiens, reproduire des petits ancrages avec les doigts ou quelque chose de très discret qui peuvent les recadrer et les recentrer sur l'essentiel, qui est le plaisir. Souvent, c'est garder le plaisir sur scène comme on avait avant d'être professionnel, puisque l'enjeu professionnel aussi met un espèce de stress terrible. Je vois sur moi-même, depuis que j'ai arrêté, entre guillemets, le métier de chanteuse et que je ne suis plus payée, par exemple, pour chanter, je n'ai jamais aussi bien chanté. Voilà. C'est incroyable. La voix s'est libérée, il n'y a plus de stress à ce niveau-là, il n'y a plus de contraintes, c'est que du plaisir. Et c'est ça que je transmets aussi, c'est de retrouver le plaisir qu'ils perdent souvent par peur, de voilà, il y a tellement de peur, tellement de blocage. Tu viens de me donner un frisson, j'avais un peu oublié, en tout cas j'ai reconnecté avec le stage que j'avais fait Hypnose et Voix avec toi. Oui, Et c'est vrai que ça avait été une belle surprise parce que, bah, je sais pas, dans ma famille, justement, on n'a pas trop le côté artistique. Moi, je pense que je suis un peu celui de la famille qui l'a un peu le plus développé, mais nous, il y a moins cette ambiance, on va dire, dans ma famille, donc moins cette ouverture. Et chaque fois que j'ai découvert que je pouvais prendre du plaisir artistique, ça a toujours été un peu des surprises pour moi, peut-être à cause de ces fondations, je dirais, ce contexte. Et effectivement, j'ai reconnecté avec ouais, une joie enfantine. Je pense à mon fils qui grandit, là, qui prend de la joie dans des trucs très très simples, de sentir l'air, de se sentir vivant, de sentir les sons, et puis c'est ça. parfois aussi de sentir une forme de puissance. Et voilà, en tout cas, c'est euh, Ah oui, puis toi, tu as participé au premier et je me souviens, je t'ai fait chanter aussi en particulier. C'est hyper agréable parce que c'est presque jouissif hein, de sortir un son de son propre corps. Il y a quelque chose de très puissant, on a une voix unique, on ne s'entend pas pareil qu'on nous entend à l'extérieur non plus, mais sentir tout qui vibre. Et c'est ça qui m'a aussi poussée à chanter, c'est-à-dire qu'au départ, je voulais crier, moi, c'était un cri que je voulais sortir. Et oui, quand j'avais 15 ans, je sentais que je voulais crier, et puis je me suis dit, bah tiens, je vais travailler ma voix, je vais chercher un son qui soit propre, mais dans le cri.
qui fasse qu'il y a quelque chose qui est comme un exutoire, quoi, qui sort de mon corps. Et donc le travail vocal d'opéra est très chouette pour ça. C'est pas du tout la même technique que les chansons modernes ou variétés et tout ça, mais justement là, on cherche les possibilités extrêmes de notre propre voix et je trouve ça tellement grisant et super. Mm. Question totalement imprévue, tu as chanté l'opéra du cinquième élément? Ah, diva. C'est Alors censé j'ai avoir une note chanté. impossible, non? Il y a un truc comme ça? Alors au tout début, effectivement, c'est Lucia di la mer morte, c'est le début de Lucia di la mer morte de Donizetti. Oui, j'ai chanté l'air de Lucia en entier. Euh, et la diva, non, mais j'aurais pu le faire. Ça Voilà. doit être, j'imagine, si t'as le coffre et si t'as l'outil et l'entraînement pour pouvoir aller chercher ces notes, ça doit être, Ah ouais. à écouter, c'est incroyable, alors à sortir, ça doit être, Ah, c'était génial. Mais il y a eu un moment dans ma carrière où j'ai chanté La Reine de la Nuit, des choses très aiguës comme ça, des suraigus. Ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai une voix qui est plus lyrique léger, c'est-à-dire qu'un peu plus, qui est quand même très aiguë parce que je suis soprano, mais dans une tessiture plus moyenne, je dirais. Et pas. J'ai été coloratour, ça s'appelle soprano coloratour, hein, la diva du cinquième élément. Et coloratour, je l'ai été, on va dire, à peine un an. Donc ça a duré très peu. Après, la voix, le truc, c'est qu'elle suit aussi notre âge, elle suit l'humain, elle suit ce qu'on vit, nos expériences de vie. Et elle est complètement en accord avec ça. Si on n'est pas bien, on a une voix qui sera pas bien. Si on est bien, elle sera bien. Enfin, c'est vraiment. Ah oui, c'est très, très lié. Mais voilà. Après, non, je suis plus lyrique léger, moi. Donc, j'ai aussi la chance d'avoir plus de choix dans le répertoire, du coup. et justement, aujourd'hui, tu fais plus que de l'accompagnement d'artistes ou tu reçois encore en cabinet pour des problématiques plus générales? C'est une bonne question. Ça fait un an il y a eu une explosion assez soudaine, hein, au niveau des artistes, bon, qui paraît évidente et logique puisque j'ai un réseau artistique très, très dense. Mais c'est un peu venu comme ça sans que je le provoque. Et je me suis dit, où est-ce que je mets l'étiquette là? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je mets mon énergie principalement? Et je sens que c'est vraiment là. Je sens que c'est là où j'ai ma place, où je me sens tellement à l'aise, je les comprends à fond. Donc je me suis dit, ben, c'est le but de faire que ça. Aujourd'hui, j'en suis à 90% d'artistes, on va dire, dans ma Ah ouais, clientèle. OK. Ouais. Je reçois encore quelques personnes qui ne sont pas artistes, mais qui font de la prise de parole, par exemple, beaucoup des avocats qui ont besoin de se sentir à l'aise dans la plaidoirie ou tout comme ça. Je reçois des personnes qui sont un peu renfermées, mais parfois, ou qui chantent en amateur, qui aiment bien chanter en amateur, par exemple, mais qui ne sont pas forcément artistes professionnels. Génial. Et du coup, ce que ça signifie, c'est que tu as finalement assez peu d'enjeux de cadre. Je trouve que dans la pratique de l'hypnose, c'est encore plus marqué depuis que je suis formateur. Euh, Comme on est un métier non réglementé, finalement, chacun fait un peu ce qu'il veut, ce qu'il peut. Ça s'apparente à un accompagnement psychologique ou psychothérapeutique d'une certaine manière. Il y a des gens qui pratiquent une hypnose beaucoup plus axée outils, parfois même de l'hypnose sèche, pas forcément d'entretien préalable, juste c'est entraîner la personne à se mettre dans un état d'hypnose où la résilience et la créativité sont libérées. Et puis il y a des gens qui font un travail, oui, effectivement, qui s'apparente plus à quelque chose de l'ordre du psychothérapeutique. Toi, avec ton positionnement, peut-être que j'imagine certaines demandes qui peuvent être un peu sur l'émotion symptomatique, je dirais, je veux pouvoir mieux chanter, je veux pouvoir mieux gérer mon trac. Peut-être que parfois ça t'amène dans des sphères un peu plus profondes, je dirais, de la psyché, mais finalement ton cadre, il a l'air d'être assez clair et t'as pas trop d'enjeux Oui, de zone grise, quoi. c'est assez varié quand même. Là, en t'écoutant, je pense à plein de cas particuliers parce que il n'y a jamais vraiment les mêmes demandes, les mêmes problématiques non plus. Il y a beaucoup de douleurs, parfois chez les instrumentistes surtout. Donc, il est tendinite. J'avais une pianiste la semaine dernière qui a une tendinite depuis des années et elle a fait tous les examens médicaux, il n'y a rien. Bon, voilà, c'est là où on lui a dit qu'il y a peut-être quelque chose d'émotionnel et c'était incroyable. Donc là, j'utilise plutôt l'outil dont on va voir la douleur, quoi. On se connecte à la douleur et puis on observe ce qui se raconte autour. Sinon, oui, je suis obligée de poser des questions sur l'humain avant l'artiste. Obligée.
Parce que si l'artiste a une problématique, pour moi, c'est qu'est-ce qui se passe dans sa vie privée et perso. Et souvent, les artistes sont assez surpris de ça, mais c'est tellement libérateur, finalement. Si c'est juste un problème enfin un problème, par exemple une échéance de concours, d'audition, là on se concentre sur le mental. Par exemple au cabinet, je leur demande d'amener, leur violon, s'ils ont un instrument comme ça et on fait dans la pratique, debout, alors une mise en état d'hypnose que je leur transmets aussi, puisque moi je fais aussi des stages pour les artistes pour les autonomiser avec cette pratique-là, comme par exemple la focalisation sur la langue, en la tenant immobile le plus possible, qui crée un état de silence mental et de concentration. Voilà, très, enfin, au moins une petite minute, on va dire. Et après, je leur demande aussi euh, de jouer et par-dessus, moi, je les dérange en fait, je les embête. Je joue un peu la méchante, mais pour déstabiliser le mental et pour arriver à, à déjouer tout ce qui se passe en eux dans leurs pensées et surtout à les faire rigoler, quoi. Parce que je vois bien qu'il y a quelque chose de tellement raide euh, dans leur, oui, c'est rigide, leurs pensées sont rigides et c'est ça qui les bloque finalement. Donc, dès qu'ils arrivent à entrer dans l'autodérision, ça y est, on commence à sentir une souplesse et les pensées, ils voient bien qu'ils peuvent les maîtriser en fait. Génial et j'ai l'impression, j'enfonce une porte ouverte avec toi, mais pour être sûr, pour les gens qui nous écoutent, tu l'as nommé de manière assez juste finalement. Tu peux être amené à travailler sur des enjeux physiques, par le tendinite et cetera. En revanche, on est bien d'accord, il s'agit pas de prétendre guérir la tendinite avec l'hypnose. C'est quand tous les examens physiques ont été faits et que la personne, physiquement, physiologiquement, devrait avoir guéri, c'est qu'il Oui, pourrait y avoir un mécanisme probablement un peu, émotionnel ou psychosomatique qui pourrait maintenir la douleur. Et là, exact. effectivement, là, c'est vraiment le champ de l'hypnose, quoi. Et oui, complètement. Là, par exemple, la jeune femme dont je parlais, qui est pianiste et qui a une tendinite au poignet, je lui ai demandé, ça fait comme quoi cette douleur, ça ressemble à quoi? Et elle me disait, c'est comme si c'était pressé, coincé, et puis on est remonté un peu dans le temps. Et là, euh, la- au moment où c'est arrivé, cette sensation de presser dans le poignet et puis cette douleur qui a commencé à naître, c'était donc en 2016, il y a eu une circonstance qu'elle avait oubliée et où elle a appris la mort d'un proche dans une voiture en allant à un concert. Donc elle ne pouvait pas faire demi-tour pour être là, présente à ce moment-là, mais elle m'a dit, je me sens coincée dans la voiture. Et donc, il y a eu entre le poignet, la sensation coincée et la voiture, dans la voiture coincée en n'ayant aucune possibilité de revenir en arrière puisqu'elle était attendue. Et il y a quelque chose qui s'est joué là, et puis il y a eu un déclencheur émotionnel. Et on mesure l'intensité de la douleur, etc. Donc oui, effectivement, c'est juste que tu mentionnes le fait qu'on ne guérit pas, mais on associe une douleur potentielle avec peut-être un événement. Après, est-ce que ça sera complètement libérateur? Je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas comment ça va suivre. Mais en tout cas, à la fin, elle se sentait comme engourdie, etc. Après, on compare les deux côtés aussi. On compare le côté gauche, le côté droit. On peut sentir comment ça pourrait être comme le côté droit si le côté gauche n'est pas bien. Enfin, et l'imaginaire est formidable pour ça. Et je trouve que tu dis en filigrane quelque chose de très juste. Dis-moi si c'est bien ce que tu avais en tête. Euh, Parfois, on a, je sais pas, une vision assez claire de la situation, des enjeux, de comment le problème peut-être a été construit ou comment il est maintenu, et on peut faire une intervention assez stratégique. Et parfois, j'ai l'impression que euh, on n'a pas forcément toute cette lucidité, mais le simple fait déjà que la personne vienne consulter, qu'elle se mette en hypnose, c'est déjà mettre un grain de sable dans le rouage. Et je vois souvent les stagiaires qui sont assez rassurés quand je nomme ce côté un peu... on peut parfois se permettre de tâtonner un peu, quoi. C'est-à-dire, on fait bouger un peu le système, on met un petit coup d'épaule, on déstabilise un peu dans un contexte de sécurité. Oui, J'ai parfois eu cette image, tu sais, comme si les gens, ce serait un lac, et avec au fond, il y aurait une forme de sédimentation, tu vois, de la vase et des choses comme ça. Et puis avec l'hypnose, je sais pas, t'ouvres une vanne où tu fais venir un peu d'eau fraîche, et du coup, ça va remuer toute cette matière, qui ensuite va se redéposer un peu oui. elle-même. Et parfois, on sait exactement comment on veut que ça se redépose, mais souvent, le simple fait de faire bouger, c'est déjà bénéfique en soi, quoi. Exactement. Oui, ben c'est comme ça que j'agis, tout en sachant que je ne ça c'est quelque chose que j'ai acquis à force de pratiquer, c'est que je pars du principe que je ne sais rien,
et je ne sais même pas ce que je vais faire et ni les résultats que ça va donner. Et ça, c'est génial aussi euh, on y va, allez, on verra bien, il y a quelque chose de, voilà, et effectivement, d'entrer dans un cadre sécure et en même temps, on pose des questions et on fait bouger, on voit où ça mène. Voilà, c'est ça que j'adore dans cette pratique, en fait, c'est que je pose plein de questions et je sais pas. Mais le fait de poser des questions, c'est génial. De laisser des silences aussi. L'autre est roi, en fait. La personne, elle est reine et c'est que de l'impro, mais c'est une impro qui est maîtrisée, qui est sécurisée, qui est pleine d'amour, voilà. Mais j'adore ça. C'est jamais la même chose, en fait. J'adore et effectivement le côté question, ça me fait repenser parce que je pars ce soir à Montpellier là pour animer un stage de praticien. Donc on commence à rentrer un peu dans la matière et un des exercices c'est de vraiment questionner l'autre mais avec sincérité, pas dans le but de le faire changer. Et c'est étonnant parce que effectivement ce questionnement sincère souvent fait bouger l'autre sans qu'on ait cherché à créer ce mouvement-là quoi, ce qui est assez C'est intéressant. ça. Euh, J'ai l'impression que, encore une fois, je vais peut-être finir sur cet enjeu de cadre. Est-ce qu'il y a parfois des situations, des enjeux, des demandes que tu as été amené à refuser, et peut-être pour quelles raisons et comment tu fais ça? Je trouve que ça peut être un enjeu qui n'est pas toujours évident à gérer. Alors, bon, déjà, les arrêts tabac, je n'en fais plus. Ça, Ok. c'est. Ouais, c'est la seule chose que je refuse, vraiment catégoriquement, parce Parce que tout que, simplement, j'ai jamais fumé et que pourtant, j'en ai fait au début, mais j'étais toujours mal à l'aise. Je recevais des personnes qui me renvoyaient un côté déstabilisant pour moi. J'aimais pas trop cette sensation. Euh, j'ai reçu des hommes, notamment assez insolents, en fait. Genre, tu n'y arriveras jamais, ma petite dame, à me faire arrêter. Ça faisait un peu ça. Donc, j'ai pas accroché. Euh, donc, je refuse les arrêts tabac. Et puis, non, ça me fait pas kiffer du tout. Mais sinon, je pars du principe où je dis oui à tout. Et la première connexion, elle se fait avec on le sent, hein, si on a du feeling ou pas avec la personne. S'il y a du feeling, ça se passe toujours bien. Et puis s'il n'y a pas de feeling, bah, elle ne revient pas, hein, en général. Donc, c'est pas que ça n'a pas marché, entre guillemets, ou qu'il n'y a pas de résultat, mais ouais, c'est le contact. C'est le contact. Et le contact, pour moi, est primordial. Même en visio, hein, on le sent tout de suite s'il y a un truc ou pas. Euh, En général, la personne ne revient pas d'elle-même. Mais j'accepte tout le monde, en fait. Je suis curieuse des gens, moi. Je suis curieuse. Je dis, ben, pourquoi ils m'appellent, quoi? C'est génial. Ils veulent savoir quelque chose sur eux, ils veulent grandir. Donc, ouais, je dis oui, moi, je dis oui, et après, bah, on me laisse faire. génial, ça mène à la question de manière assez fluide en termes de prise de rendez-vous. Toi, tu t'organises comment? Tu as un agenda en ligne? Les gens font ça automatique? Tu as un échange avant pour vérifier si jamais Ouais, c'est dans j'ai un ton- échange avant. J'ai un échange avant, ça me semble important parce que bah, souvent, déjà, ça les rassure de m'entendre. Ne serait-ce que la voix, hein, notamment la voix au téléphone. Ben ouais, et mine de rien, on se fait une image de l'autre à travers sa voix. Donc, moi, je sais que j'ai une voix enjouée au téléphone et pleine de sourires, et ça les rassure beaucoup. Et puis, je leur explique aussi pour les artistes, notamment les possibilités de financement, parce que ça, voilà, c'est un truc qui est quand même génial. Pour les intermittents du spectacle, il y a des possibilités de financement, donc j'ai besoin d'expliquer cette méthode-là si l'artiste est artiste professionnel. Et ils ont souvent des questions. Donc, non, j'ai toujours refusé Doctolib ou ce genre de plateforme en ligne pour avoir un lien déjà avant la séance. Voilà, donc après, moi, je travaille en visio 80% du temps et en présentiel un jour par semaine. Voilà, alors les présentiels sont très très pleins, évidemment. Bah, les personnes préfèrent le contact physique, c'est vrai, mais quand même le nombre de visios commence à augmenter. C'est un peu mon but aussi, puisque je fais des séances dans le monde entier, hein. Les artistes, là, j'ai le Canada cet après-midi, par exemple. Hier, j'étais à Djerba, en Tunisie. C'est un peu partout. Bah, les artistes sont partout, quoi. Donc, il y en a qui ne m'ont jamais vu en live, mais qui ont des résultats incroyables sur leur pratique, et c'est parfait. Et l'air de rien, tu viens de nommer une stratégie
c'est pas, de développement de la clientèle ou en tout cas de fonctionnement qui a l'air assez chouette, effectivement. Si tu crées de la rareté sur le cabinet physique, ce qui en plus pour les gens qui commencent est souvent une bonne stratégie parce que bah, il faut amorcer la pompe, je dirais. Et donc, si tu as 5 jours à remplir par semaine, c'est du boulot et c'est assez dur à faire éventuellement. Là, toi, en ayant un seul jour, bah, du coup, ça crée une rareté et en même temps, ça dépend aussi des appétences, je dirais, des praticiens, des praticiennes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la pratique en visio est quand même un outil qui a beaucoup d'avantages Ah bah oui, pour les clients, pour nous, et qui fonctionne très bien. Moi, j'ai un peu cette métaphore ou cette analogie plutôt, c'est de dire, si tu apprends une nouvelle très très forte au téléphone, une naissance ou quelque chose de cet ordre-là, tu seras touché pareil que si tu étais en présentiel. Donc le média a finalement pas tant d'impact que ça. Il y a des différences évidemment, hein, oui, la oui. chaleur humaine, le contact, il y a des choses qui sont différentes. Mais effectivement, j'ai pas fait les stats, mais je pense que je dois être à 60% moi de séances en visio à peu près. Ouais. Bah, Et d'ailleurs, tu m'en as fait personnellement, hein, pendant le confinement, je me souviens. C'était en visio, ça m'a énormément aidée et ça m'a fait du bien et c'était parfait. Et c'est grâce au confinement que je m'y suis mise moi personnellement aussi. Parce que bah, les gens, ils avaient vraiment besoin d'aide à ce moment-là aussi. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas? On va tenter cette méthode-là et en fait, bah ouais, on ça marche. ressent autant, on ressent autant. Même Mm. là, le moment qu'on a ensemble, ben, Oui, ouais, l'impression d'être avec toi. bah, on est ensemble, ouais, ouais, c'est On est ça. ensemble, c'est ça. Ouais. Moi, c'est vrai que ma sœur vivant en Inde depuis 15 ans, j'avais été amené à faire un peu des visios comme ça avant le confinement et j'avais rapidement eu cette expérience que ça fonctionne bien la plupart du temps, mais c'est comme tout, en cabinet, Oui, ça fonctionne bien la plupart du temps. Et donc, c'est vrai que quand le confinement est arrivé, ça c'est venu rendre évident, je dirais, ou rendre grand public cette pratique euh, ouais, ouais, aujourd'hui en tout cas, qui fait partie des usages aussi. Donc, exactement. Et qui a beaucoup d'avantages aussi, ah oui. puisque les gens, tu vois, après, ils peuvent rester tranquillement chez eux, ils ne sont pas obligés de repartir tout de suite dans les transports. Il y a ce côté familier, ils sont chez eux dans un environnement qu'ils connaissent, donc il y a aussi une détente qui est plus propice à ça. Enfin, il y a plein, plein d'avantages à la visio. Mm. Si nos auditrices et auditeurs sont intéressés, j'avais fait un live sur la pratique de l'hypnose en visio. Je fais aussi des Ouais. ateliers sur le sujet, mais il y a déjà beaucoup d'infos dans le live, donc je mettrai le lien parce que voilà, Et oui, bah oui, vas-y, hein. c'est pas Mm. forcément le sujet principal, mais c'est vrai qu'il y a anticiper un peu ben, justement les avantages pour s'appuyer dessus, même pour communiquer, et puis anticiper les limites pour éviter que les limites de l'exercice puissent poser des problèmes, je dirais. Ouais, C'est souvent une bonne manière de sécuriser son travail, quoi. exactement, tout à fait. Ouais. Génial. J'ai vu cette idée, un peu de magic trick, le tour de magie entre guillemets. Toi, quand, je sais pas, il y a des situations où on est un petit peu paumé, où on sait pas quoi faire forcément avec un client. Je sais pas, quelle est ta ou tes quelques stratégies pour rebondir quand tu sais pas quoi faire. Très bonne question, parce que ça va aider aussi les jeunes praticiens, hein, à se lancer. Quand je ne sais pas, je me dis: «Cherche simple» et généralement ça vient tout seul et ben, encore une fois, je pose des questions, en fait. Parce que quand je sais pas, j'écoute ce que la personne me dit et parfois il y a des mots, qui passent très vite dans ce qu'elle raconte, qu'on aurait tendance à dans une conversation courante, à laisser passer, mais qui moi me font: «Tit! Mmh, OK, dis alors tu as dit ça tout à l'heure, est-ce que tu et je pose plein, plein de questions en fait et puis après, ben, les choses se font naturellement. Généralement quand je me dis: «Oh là, je sais pas quoi faire», c'est une question qui passe très vite. Au bout de quelques minutes, une fois que je suis lancée dedans, c'est un peu comme l'impro, hein, ce que je disais, pareil, tout à l'heure, on se jette dedans et on verra bien. Là, j'ai l'image du parachute, là, quand toi, tu sautes en parachute, c'est un peu ça, bah, on y va, on saute, on sait que ça va s'ouvrir, mais on y va et on ne sait pas ce que ça va donner comme sensation, comme émotion. Donc, je trouve que c'est bien de ne pas savoir aussi. Et parfois, des gens qui viennent et ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils cherchent et ce dont ils ont besoin. Ah, mais je dis super, bah, allons-y. Paf, qu'est-ce que tu ressens là? Qu'est-ce qui se passe dans le moment présent? Et là, souvent, il y a des choses, hein. Je dis, qu'est-ce qui fait que tu es là déjà aujourd'hui? Et on se connecte au corps et on part du corps, des sensations, et puis après, pouf, c'est je fais pas des inductions très longues, moi, généralement, en fait, ni très profondes.
Euh, la personne est tellement, donc les artistes en règle générale sont tellement déjà partis quand ils me parlent en anamnèse que ça va tellement loin déjà que hop, on ferme les yeux et on va directement dans la sensation, dans l'émotion, dans qu'est-ce que c'est où, ça fait quoi, ça ressemble à quoi, ça vient d'où, ça, il y a plein de questions qui viennent. Génial. J'adore aussi ce que tu nommes de manière assez fluide et en même temps qui me paraît hyper important, le revenir au corps. Oui, Presque, j'ai entendu dans le podcast d'Aurélie Malévero qui parle de revenir à l'animalité. C'est très d'ailleurs de Roustan aussi, revenir à notre animalité, aussi dans le lien à l'autre, comme on peut être au contact avec les animaux, dans une espèce de pureté aussi, en tout cas de contact vraiment animal. Euh, je suis très touché par finalement ce que tu dis de, OK, quand tu sais pas, ben, reviens à l'autre en fait. Et c'est vrai que j'ai l'impression que dans l'hypnose, il y a parfois cette idée que ce serait le praticien, la praticienne qui devrait faire quelque chose à l'autre. Alors que ça. probablement que on est peut-être plus garant d'un contexte dans lequel l'autre va s'autoriser à libérer sa créativité, sa résilience. Et ça me fait reboucler, je suis content, j'avais perdu l'idée tout à l'heure et elle revient. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe entre on ne sait pas. C'est vrai qu'on ne sait pas pour l'autre, on ne sait pas où ça va aller. Il y avait d'ailleurs, je trouve, dans ce que tu présentes aussi, pareil, je reviens à cet tâtonnement, en tout cas d'expérimentation. On va faire des choses, on teste et puis on voit ce que ça donne. Et un côté, on ne sait pas, vraiment, donc très position basse, on va dire. Et en même temps, euh, j'ai l'impression que, je sais pas, tu vas voir un accompagnant. T'as pas envie qu'il soit complètement paillasson, complètement vaporeux, je n'ai aucune idée sur rien, je ne connais pas le monde. Et donc j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de grand écart entre une grande disponibilité à la vie, à l'autre, à ce qui peut se passer, à ce qui vient, une grande présence euh, non déterminée, et en même temps une solidité, un ancrage. Tu connais tes techniques, tu les as entraînées, tu les as pratiquées, tu as pu vérifier, il y a des choses que tu as probablement laissées sur le bord de la route parce que ça marchait pas si bien que ça, d'autres que tu as apprises. Tu as aussi tes expériences toi en l'occurrence de professionnels euh, dans lesquels tu as appris, tu as vu les enjeux que tu as traversés. Donc, bah, j'ai pas vraiment de questions, mais cet Ouais. équilibre entre la force de la maîtrise, tu sais ce que tu fais, tu connais ton outil, et en même temps une grande ouverture. Et c'est vrai que, je sais pas comment tu vas rebondir, mais je trouve que ce mélange, ce cocktail un peu unique, je le trouve vraiment hyper excitant dans notre pratique, quoi. Exactement. Et tu as employé un mot très juste, c'est le mot présence. Pour moi, je pense que la présence suffit presque. Si on est complètement avec l'autre, il y a cette solidité, cet ancrage qui se crée naturellement. L'autre peut s'appuyer sur cette présence qui n'est pas vraiment concrète ni palpable, hein. C'est un état de, pour moi, il n'y a que l'autre qui existe pendant la séance. Et la personne le ressent. Si, je sens aussi que si je ne suis pas complètement dispo pour des raisons qui me concernent moi, hein, il suffit qu'il y ait eu un truc juste avant qui m'ait perturbé, et ça arrive, on est humain aussi, hein, voilà. Généralement, les séances sont moins, c'est moins connecté, voilà. C'est plus compliqué de ma part et de l'autre aussi, bizarrement, si je ne suis pas complètement présente et disponible à l'autre. Mais quand on ne sait pas, là, juste être présente, quoi. Euh, ça me rappelle certaines personnes qui me disaient oh là là je vais voir un tel mais qu'est-ce que je peux lui dire, et je disais souvent je répondais sois juste présent et dis rien, sois juste toi, t'as pas besoin de dire, t'as pas besoin de faire, une présence suffit. C'est hyper relaxant en même temps, tu te dis j'ai rien besoin de faire, juste d'être là. Bah oui, mais sois vraiment là, vraiment. Et c'est pas facile non plus d'être vraiment là, hein. Déjà pour être là pour soi c'est déjà dur, et être là vraiment pour l'autre c'est dans tout ce qu'il est, quoi. Je partage, c'est encore un challenge chez moi, un défi quotidien. En tout cas, c'est encore un axe d'amélioration, cette qualité de présence. Et j'ai l'impression qu'effectivement, en tout cas dans l'éducation, la société, c'est pas du tout un axe qui est privilégié. On est sans cesse sur nos téléphones, plus tendance à s'évader plutôt qu'à maintenir la présence. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons du succès de la méditation ces dernières années en Occident, parce que c'est euh, beaucoup un apprentissage, un entraînement à la présence, euh, qui d'ailleurs parfois est un peu pris comme une fin en soi, quand tu fais de la méditation de pleine conscience, qui va être
peut-être plus appelé pleine présence. Dans ce que j'ai compris, c'est plus un entraînement de l'esprit pour après méditer et rester présent à d'autres sujets. Nous, en Occident, on s'est un peu arrêté à l'étape de l'entraînement, mais c'est déjà très bénéfique. Je suis ravi aussi, j'ai eu l'honneur. J'ai eu beaucoup de chance avec ces interviews parce que finalement, il y a des gens que j'adore et que j'estime qui me font l'honneur de passer un peu de temps avec moi et de partager leur richesse. Donc j'ai fait un entretien aussi, ça parle de toi, Anne-Sophie, mais c'est un entretien avec Antoine Garnier qui dit, et c'est très bien aussi, qu'il y ait des positions qui soient différentes, des points de vue qui soient différents. Lui, mais bon, c'est aussi sa pratique, il dit minimum un quart d'heure d'induction. Ouais. Et la question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est est-ce que j'ai un peu deux questions en une. Je crois que c'est une de mes spécialités. Je me rends compte aussi à force de faire des interviews. Euh, euh, est-ce que comment dire, cette possibilité de faire peu d'induction, parce que, est-ce qu'elle est liée à la typologie de tes clients, pour faire simple? Est-ce que parce que ce sont des artistes et que chez la plupart des artistes, l'imaginaire, la capacité à se projeter, à voyager peut-être dans leur intériorité est déjà tellement disponible, que finalement, ben voilà, ils viennent avec un objectif, il y a une émotion, pouf, ça part, une espèce d'hypnose très spontanée. Et ma question en filigrane, voilà, je vais te laisser te débrouiller avec ça. euh, c'est pas une question, enfin, j'ai formé sous forme de question, mais c'est une manière de faire passer une idée. Euh, je sais pas encore comment je vais le formuler. Ce qui, ce qui Vas-y, serait... improvise. Ouais, je suis en train de chercher l'impro. On reviendra là-dessus, l'impro. J'ai traduit le bouquin de Bob Burns qui nous dit, pour go with the flow, pour pouvoir improviser, il faut avoir fait ses gammes. Et donc, Ouais, parfois en formation, une illusion, on dit non, mais sois créatif, improvise. Ben, quand tu apprends, probablement que faire des structures assez claires c'est et hyper important. et Mm. ensuite, après, tu peux improviser aussi parce que tu maîtrises tellement ton sujet que tu peux improviser en lien avec l'autre plutôt que d'être dans ta tête. Ça Mm. rejoint ce que tu disais, ce qu'on se disait tout à l'heure sur quand tu sais pas quoi faire, c'est OK d'aller un peu à l'intérieur, d'aller dans sa tête pour chercher des infos. Tant que c'est ponctuel, je dirais. Le but, c'est Oui, d'être suffisamment automatisé pour pouvoir, la plupart du temps, être avec le client. Et donc, l'idée était la suivante. Te connaissant, je sais que tu sais faire des inductions. Et donc, ce qui serait inquiétant, ce serait inquiétant, je sais pas, mais en tout cas, ce qui pourrait être un challenge, c'est, puisque avec certaines personnes, on pourrait parfois faire peu d'induction, d'aller sur ce chemin-là un peu par facilité, parce que bah, une induction plus formelle, une induction où on prend plus de temps, on peut aussi plus facilement se planter, quoi. Ça peut ne pas marcher. Si tu fais, je sais pas, tiens, mais connecte-toi à ton émotion, c'est comment, ouais, qu'est-ce que tu dis, enfin, voilà, si on questionne, finalement, il n'y a pas vraiment d'échec possible. Euh, oui, et, et donc, je pense aux gens qui nous écoutent, dire, bah, ah tiens, c'est bon, je peux ne pas faire d'induction. Vous pouvez ne pas faire d'induction quand vous avez fait 5 ans ou c'est 10 ça. ans à faire des inductions en maîtrisant bien, en sachant que vous maîtrisez, pour parfois pouvoir avoir l'intuition, bah, là, il n'y a peut-être pas besoin, je peux gagner un peu de temps. Et regarde, Exactement. même, je finis, Non, excuse-moi, c'est long, mais oui, oui, complètement. même dans ces cas-là aujourd'hui, j'ai quand même tendance à rajouter une petite couche d'induction quand même. En fait, je te remercie pour ça. Euh, c'est important de préciser que je m'adapte à la personne que j'ai en face. Donc, effectivement, les artistes, mais ça dépend lesquels, en l'occurrence, aussi. Il y en a qui sont très dans leur tête et qui sont complètement. Voilà, il faut quand même une induction. Euh, et, et- et parfois, les séances suivantes, ça nécessite moins aussi d'induction, en tout cas moins longue. Mais les personnes qui ne sont pas artistes, je prends le temps d'en faire des bien profondes et tout, parce que en fait, c'est une sensation, mais je ne sais pas comment l'expliquer verbalement, hein. C'est à force de pratiquer aussi, ça je pense. On le sent quand la personne, elle est déjà dans un état propice à l'exploration, ou s'il y a des... Ouais, ou si ça résiste, ou qu'elle est dans sa tête à fond, très rationnelle, très... Enfin, ça se sent. Et c'est là... Et en plus, il y a des gens qui recherchent aussi cet état qui pense être l'hypnose, c'est-à-dire un truc décalé ou ouais, qui les fait partir. Ils adorent ça. Alors, bah, j'en profite un peu. C'est côté un peu magique, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot, mais quand même, c'est un côté que les gens recherchent en venant aussi nous voir, hein. C'est pas, on n'est pas chez un psy, ils payent une séance d'hypnose, donc je veux aussi qu'ils vivent ça. Donc là, oui, évidemment. Mais les artistes que je connais bien maintenant, je sais ceux qui en ont besoin, et parfois ça dépend aussi de leur état
du jour, s'ils sont très très fatigués ou pas, s'ils ont de l'énergie ou pas. Je m'adapte vraiment à la personne dans le moment présent. Voilà. Je peux pas dire à l'avance, tiens, aujourd'hui, je reçois un tel, ah bah elle, je lui fais une induction super longue parce que ça va être dur, hein. Ou je peux pas dire, bah, on va aller direct, ça va être facile parce que, encore une fois, je ne sais pas ce qu'elle va m'apporter. Donc, c'est pareil, c'est génial de se dire, je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer un truc. Parce que ça aussi, chez moi, c'est je veux que pendant l'heure, généralement, ça dure 1 heure chez moi, hein, max, je veux qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait quelque chose qui bouge euh, chez la personne. Je sais pas ce que ça va être, mais je veux qu'il y ait un truc qui se, qui change, qui switch. C'est touchant ta manière de le dire. On sent que c'est un peu comme ton, je sais pas, c'est ton or magnétique à ta boussole. Ça a l'air d'être ton intention de fond, quoi. Je sais pas Ouais, exactement le chemin, mais une des destinations, c'est, enfin, je veux qu'il y ait une expérience de changement. Je veux que la c'est ça. personne sente que ça bouge, quoi. Ouais. Et parfois, ça bouge plus que d'autres, hein, mais c'est OK aussi. C'est-à-dire que si, voilà, si ça n'a pas switché comme peut-être la personne aurait voulu ou comme moi j'aurais voulu, avec mon ego personnel, et ben, je me dis: «C'est aussi super, c'est OK parce qu'il y a un chemin qui se dessine et à son rythme, à la personne, elle a aussi un rythme». Donc en fait, ouais, il faut vraiment beaucoup d'humilité dans ce métier aussi, hein. Il faut déposer, son vouloir, changer le monde, c'est ouais, 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 attention à ça, sinon c'est vraiment, rester curieux de l'autre et moi j'aime bien aussi quand j'ai des résultats, après plus tard. Tiens, il y a des personnes qui m'envoient des petits mots, plus tard en me disant: «Ah c'est génial» et c'est alors que moi j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui est switché, mais ça s'est fait dans le temps, plus tard. Voilà. Oui, probablement que quand les gens viennent faire des résultats qui paraissent miraculeux avec nous, c'est souvent qu'il y a eu tout un travail avant et que nous, Aussi on a un peu le coup de bol d'être au bon endroit au bon moment. ouais, Euh, exactement. Peut-être qu'on est bon, hein, peut-être qu'on a de bonnes stratégies, de bonnes suggestions. Oui, à vrai dire, normalement, c'est un peu la base, c'est notre savoir-faire Mais oui, il professionnel. faut mmh, Je pense qu'on donne toujours le meilleur de nous-mêmes et puis parfois on est un petit pion sur la vie des gens et dont les effets papillons peuvent se révéler beaucoup plus tard. Et puis peut-être que même que parfois on peut aussi être oui, on peut être des échecs sur la vie des gens. Enfin, ça peut faire partie du chemin du jeu. aussi. Ouais. Justement, euh, comment, parce que je trouve que c'est peut-être une difficulté bah, qu'on peut tous, enfin qu'on a tous en tant que praticien, praticienne, et qui est particulièrement déstabilisante quand on commence. Comment est-ce que tu gères quand des clients reviennent en se plaignant que rien n'a changé, rien n'a bougé, ils n'ont rien remarqué de particulier? Eh ben, heu, encore une fois, je pose des questions et souvent, ils me disent enfin souvent, ils me disent qu'il y a un truc à changer. Finalement, maintenant que vous le dites, Ils s'aperçoivent qu'en fait, en répondant à mes questions: «Ah bah si finalement, ah bah si tiens j'ai fait ça». Bah, en fait, heu, on évolue toujours, on change toujours. La personne si elle dit alors déjà c'est rare quand on me dit ça, je veux pas me vanter, mais on me le dit pas souvent que ça a pas changé. Donc ça c'est chouette. Mais quand on me le dit, ça c'est je pense qu'au début, j'avais un peu de mal avec ça. Je me disais: «Mince, ça se trouve, je suis pas assez bonne, quoi, je suis pas une bonne thérapeute ou il y a un problème». Mais aujourd'hui, c'est en fait, sur moi-même, il y a eu tellement de moments où je sentais comme, si je stagnais un peu dans mon évolution, «Ah, ça bouge pas, ça change pas», qu'en fait, je savais que je grandissais quand même dans ces moments-là, mais je l'ai su plus tard. Donc je suis hyper tranquille quand on me dit que ça a pas bougé et qu'en fait, je me dis: «Ils vont le sentir plus tard. Ça va, c'est pas grave, quoi». En tout cas, je le prends plus du tout personnellement. Au début, je pouvais le prendre personnellement et maintenant, non, c'est je me dis: «Bah, c'est super». Oh, ouais, je pars du principe, je dis: «Ah ouais, ça a pas bougé? OK, c'est super» et là, je pose des questions et ils se disent: «Ah bah, finalement si, j'ai fait ça. Ah bah si, tiens, je suis allée faire ça, ça m'a surpris», voilà.
Super. En plus, ta manière d'en parler, et je trouve aussi, bah, comme tu crois, en fait, tu es congruente et du coup, ça résonne. Ouais, C'est l'effet Pygmalion, où en fait, c'est les croyances de l'opérateur qui ont un impact très fort sur le sujet. Il y a deux expériences comme ça. On retrouve ça dans le livre de Philippe Miras, c'est très bien précisé. Pygmalion, c'est une expérience avec des rats. Et donc, c'est pour ceux qui nous écoutent, les expérimentateurs qui connaîtraient pas, ont deux groupes de rats. Il y en a un qui est censé être des rats très intelligents et puis l'autre des rats particulièrement pas intelligents. Et bizarrement, le premier groupe de rats sont bien meilleurs en performance pour cheminer dans le labyrinthe, etc. Et le second groupe, évidemment, est moins bon. Et en fait, c'était des groupes de rats qui étaient les mêmes, qui étaient homogènes. Il n'y en avait pas un plus intelligent que l'autre. Et donc, les attentes des expérimentateurs, aller savoir comment ça se transmet entre l'homme et le rat, c'est quand même assez impressionnant. Et l'autre expérience, c'est Rosenthal, qui l'a fait avec des êtres humains. Et c'est donc avec des élèves. Et par contre, pour l'éthique, il y a un groupe qui est présenté comme étant particulièrement intelligent et l'autre, il est présenté comme neutre. On les a pas présentés comme étant débilos, tu vois. pas mal. Heureusement. Et bon, et le groupe, évidemment, qui est présenté comme étant particulièrement intelligent, performe bien mieux parce que les attentes des professeurs, Hmm, j'imagine, doivent les pousser, un peu comme Goethe qui nous dit traiter les gens tels qu'ils pourraient être. c'est Et c'est comment traiter les gens tels qu'ils pourraient être et ils seront tels qu'ils peuvent être. Un truc comme ça. Oui, tu me l'avais écrit ça sur Facebook sous Ouais, une ça de mes touche. publications. Et Ouais, en tant qu'accompagnant et en tant que formateur, si on n'a pas cette conviction et cette croyance forte dans la possibilité de l'autre de changer, de ouais, s'améliorer, c'est presque une faute professionnelle d'une certaine manière. Il y c'est avait ça. ce cas d'Erickson, c'est qu'un héroïnomane, et l'héroïnomane disait, moi je pensais pas que je pouvais m'en sortir. Mais Eh le oui, docteur Erickson, il pensait plus fort que moi que je pouvais m'en c'est ça. sortir. Eh ben, je vais te raconter quelque chose qui est certainement très très lié à ce que tu dis et au fondement de ma pratique. C'est mon professeur de chant, celui qui a développé vraiment ma voix, donc que j'ai rencontré à l'âge de 20 ans. Avant, j'en avais fait avec une autre femme, mais ce prof, je l'ai gardé pendant 7 ans parce qu'il a été vraiment un pionnier pour moi, pour ma carrière de chanteuse. Le premier jour où j'ai rencontré ce prof, donc à l'âge de 20 ans, à Limoges, je m'en rappelle, il m'avait fait chanter pour entendre un peu voilà, le son de ma voix. Et il m'avait dit quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Il m'avait dit: «J'entends le devenir de ta voix». Et ça, cette phrase-là, je ça m'a fait d'un coup comme je mets toute ma confiance en lui. Je vais tout mettre mon être entier à son service, à ses pieds. Ouais, tu as des frissons. Parce que je sais que c'est lui qu'il me faut, c'était une évidence. Ça m'a tellement. Ça fait un ancrage magnifique en fait. Je me suis dit, c'est lui. Et il m'a effectivement développé ma voix. J'entends le devenir de ta voix. C'est hyper puissant comme phrase. Donc en fait, c'est ce que je fais avec les gens que je reçois. C'est-à-dire que souvent, ouais, voilà, je les projette, je leur dis, waouh, ça c'est toi, là, tel que tu dois être, tel que tu vas être. C'est hyper motivant pour les gens. Effectivement, donc je montrais, parce que je pense que la caméra était sur toi, donc je montrais que tu montrais hérissé d'émotions. Et au détour comme ça de la conversation, tu nous rends accessible peut-être une stratégie, une posture fondamentale, euh, cette capacité à projeter l'autre dans une nouvelle réalité, à imaginer l'autre tel qu'il peut être, euh, amélioré évidemment, et probablement que à la fois nos expériences de vie, c'est-à-dire se rappeler toutes les difficultés qu'on a dépassées, tous les moments où on se sentait bloqué et où finalement on a réussi, et puis l'expérience avançant en tant qu'accompagnant, normalement on a certaines réussites, et donc Oui, on sait que c'est possible, et donc on développe cette conviction que l'autre peut s'améliorer qui est peut-être la suggestion la plus importante, même si elle n'est pas forcément nommée verbalement, c'est notre posture, parce que tout ça va rayonner, évidemment dans la voix, dans la posture du corps, dans le regard et dans les attentes. Et là, je suis pas spécialiste, mais si des rats sont capables de sentir les attentes, on peut imaginer que nos clients aussi, quoi. évidemment, évidemment. Ouais, tout à fait. Tu parlais de questions à poser quand les gens ont peut-être pas changé, etc. Pour rentrer un petit peu dans le détail, quel genre de questions tu questionnerais? Ben voilà, parlez-moi de la situation, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, quel genre de questions tu pourrais poser pour justement amener l'autre peut-être à explorer là où peut-être que ça a un peu plus changé que ce qu'il imagine. Et puis si ça n'a pas changé, on pourra aussi probablement l'accepter, hein, je veux dire. Oui, oui, oui. Bah, généralement, je reviens à l'objectif initial, pourquoi elle est venue me voir, et de reformuler l'objectif aujourd'hui. Ok.
Déjà, la façon de le reformuler est jamais la même, hein. C'est légèrement différent. Ouais, il y a quelque chose dans, que ce soit dans le ton de la voix ou dans les mots, tout simplement, il y a quelque chose qui déjà a changé quand même. Donc je leur fais remarquer ça. Tiens, la dernière fois, c'était un peu, parce que moi j'ai une grande mémoire, hein, j'ai de la chance de me rappeler aussi ce que les gens ont pu me dire. Dès que je me connecte à eux, je me souviens de tout ce qu'ils m'ont dit en fait. Ça, c'est génial. C'est comme Ça, bah, Laurent Bertin? grâce à l'opéra, ça, merci l'opéra Ah avec ouais? tout ce que j'ai appris par cœur. Ouais, ouais, ça, j'ai une super mémoire et je remercie vraiment ça. Euh, du coup, voilà, je me souviens de détails parfois. Je me dis, mais d'où je sors ce truc-là qui revient? Mais ça, c'est très aidant, quoi. Donc, reformuler l'objectif et puis de leur redemander où ils veulent aller exactement. Et à chaque fois, c'est pas vraiment pareil, hein, mine de rien. Alors, je pense à un gars avec qui j'ai vraiment du mal, euh, un chanteur qui a perdu sa voix hein, il y a des années. C'est-à-dire qu'il continue à chanter, mais alors, il voit tous les médecins du monde parce qu'il a une voix caverneuse, des gros soucis dans sa vie, voilà, privée, qui l'ont complètement, tellement traumatisé qu'il en a perdu sa voix. Donc, quand il parle, eh ben, c'est comme ça, un petit peu. Et ça fait 6, 7 fois que je le vois, et c'est toujours un peu au même stade. Mais il revient. Il me dit que ça n'a pas changé, mais il revient. Et il revient sans me dire que ça n'a pas changé, mais c'est un besoin de venir comme pour parler. Il a tellement besoin de parler, ce gars, qu'en fait, je le laisse faire parce que ça lui fait du bien. Donc, même s'il me dit que ça n'a pas changé, s'il revient, ouais, s'il revient, c'est qu'il y a ce besoin d'être voilà, dans ce cabinet ou à mon contact pour lui laisser la place. Voilà. L'écho que ça fait chez moi, ça m'a fait penser aux situations où les gens ont vécu un ou des traumatismes, et particulièrement quand il y a des traumatismes liés aux figures d'attachement, aux parents souvent, et ça crée une très grande fragilité, évidemment, parce que c'est des personnes qui sont censées nous avoir sécurisés pour qu'on développe notre propre sécurité. Donc, c'est pas évident de trouver de la sécurité après. Et quand on n'a pas vécu, je pense que c'est impossible de s'imaginer ce que ça peut vraiment être. Et je ne sais pas d'ailleurs si tu t'es formé en la matière. Moi, c'est un conseil que je donne aux gens qui accompagnent, parce qu'on n'est jamais à l'abri, déjà que les gens viennent avec une demande. Voilà, j'ai des réminiscences, j'ai des souvenirs, j'ai des cauchemars. On voit que c'est clairement lié à un trauma. Et parfois, en faisant un travail sur une demande qui peut paraître plus anodine, ben, on n'est pas à l'abri que ce soit en lien avec des choses qui soient plus douloureuses. Et dans ces cas-là, la construction du lien, la construction de la relation de confiance va être souvent un préalable au travail thérapeutique, peut être un préalable à l'hypnose. Et du coup, on peut se retrouver dans des paradoxes où moi ça m'est arrivé à certaines reprises, tu peux galérer à faire de l'hypnose. Parce que finalement, la personne, évidemment, elle va pas se lâcher. Moi, en plus, je suis un mec, donc je peux me retrouver avec des jeunes femmes dans un cabinet tout seul. Tu vois, tu répètes une situation qui est en miroir de situations qui ont été vraiment horribles. Et donc, évidemment que la personne, elle va pas se lâcher tout de suite. Mais la construction du lien thérapeutique permettra peut-être, à un moment donné, de pouvoir, dans la confiance, aller plus loin dans l'hypnose. Et finalement, l'hypnose, à ce moment-là, peut même devenir un espèce de bonus, puisque le vrai travail de fond, c'était de redécouvrir ou oui, de réétayer la confiance en l'autre, en l'occurrence la confiance en un homme, et évidemment tout ça ayant vocation, un peu comme des parents, dans un cadre de confiance et d'amour, permettent à l'enfant de développer de la confiance en lui et de l'amour propre. J'ai cette impression que parfois on peut jouer ce rôle en tant qu'accompagnant. Oui, Donc, parce que enfin, je passe un petit peu long, mais en tout cas, je tissais ce fil-là de se dire, peut-être que quand les gens n'ont pas changé ou pas aussi vite que ce qu'on voulait, peut-être que ce que tu nous dis, je résume en esprit de synthèse, peut-être qu'en questionnant, ça a plus changé que ce qu'ils croyaient. Donc ça peut être une bonne surprise. Et si ça n'a pas plus changé, si ça n'a vraiment pas changé, peut-être que effectivement, ça peut être le timing de la personne. Il y a besoin voilà, de passer par certaines étapes, peut-être même de vivre certains échecs et de voir que c'est pas la mort et que on peut rester au contact et qu'on avance. Et puis peut-être que parfois tout ça peut être une manière aussi de créer la relation de confiance, le temps nécessaire à la relation de confiance pour peut-être aller travailler des enjeux qui peuvent être plus douloureux, quoi. exactement. C'est pour ça que, encore une fois, le premier contact est pour moi très important parce que
commence la relation de confiance. Soit le coup de fil, premier coup de fil ou premier mot, message, est-ce que vous pouvez m'aider par SMS et tout. Si déjà là, moi j'instaure immédiatement une relation de confiance. Après, la personne elle prend ou elle prend pas, mais c'est primordial pour moi qu'il y ait un lien autre que les plateformes, en tout cas à mes yeux, hein, c'est comme ça que je conçois, parce que quand la personne après elle arrive, il y a une partie d'elle qui est déjà en confiance, qui a déjà connecté avec l'humain en moi, qui s'est déjà peut-être un peu identifié, etc. Et ça la met vraiment à l'aise. Et c'est ce qui crée aussi ce départ fluide. Voilà. Après, avec les personnes avec qui ça ne matche pas, mais encore une fois, elles ne reviendront pas et c'est tout. Mais ça va, c'est OK. Oui, limite, t'es contente de le savoir tôt, quoi. Si Oui, dans un coup de fil, tu te rends compte que ça ne matche pas, la personne prend pas rendez-vous, voilà. et tout le monde a gagné du temps, quoi, quelque part. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. Cet entretien téléphonique, il est un petit peu cadré. Tu dis que tu parles des enjeux, enfin des possibilités de financement pour les artistes. Je sais pas, c'est un petit peu du détail, mais je pense que c'est le genre d'infos qui peuvent être vraiment inspirantes aussi pour les autres. Tu Oui. te donnes une plage horaire, ça dure 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Tu as certaines questions qui sont prêtes dans ta tête, tu improvises. Je sais par exemple, j'ai interviewé aussi Jordan, j'ai eu cet honneur-là. Et lui, dans son système, il demande que les gens envoient un email en présentant leur demande, et ensuite qu'il donne des créneaux horaires auxquels il peut les appeler, et de sorte à ce qu'il puisse les surprendre. Donc il n'y a pas un rendez-vous téléphonique parce qu'il veut les prendre un petit peu Ah, au ouais. dépourvu. Tu vois, c'est Ah, là c'est où ces pas mal ça. entretiens sont, enfin, c'est des sources d'inspiration géniales. Toi, comment, à ce stade, tu l'as un petit peu organisé, cet appel Oui, alors je demande de plus en plus de rendez-vous téléphoniques avec des horaires précis parce que voilà, sinon c'est un peu compliqué de se trouver dans la vie. Mais moi, c'est plus précis que Jordan, hein, je fais l'horaire indiqué. Euh, et pas forcément, oh, ça peut être par mail aussi avant, un petit contact comme ça. Ou alors, bah, si je suis disponible et que le téléphone sonne, je prends la personne. Après, il n'y a pas de 5, 10 minutes, 15 minutes. Généralement, les gens respectent la disponibilité ou alors moi je j'ai pas de scrupule à leur dire là excusez-moi je dois vous laisser parce que j'ai autre chose à faire si c'est jamais c'est trop long, mais si je suis vraiment disponible. L'autre jour j'ai eu un gars pendant 45 minutes, un artiste avec qui par contre il va y avoir certainement un gros dossier de financement, donc qui est pour moi aussi très intéressant pour mon métier, et il avait besoin de renseignements très précis, un cas que j'ai jamais encore eu pour son métier de flûtiste, donc c'était un échange génial aussi pour moi. En fait, ouais, c'est la vie d'artiste, quoi. La vie d'artiste en tant que praticienne en hypnose mélangée à cette espèce d'improvisation de la vie, de spontanéité, quoi. Génial. Et du coup, ce que tu dis, c'est que j'imagine que je ne sais pas si tu pourrais te permettre ou si ce serait économiquement viable de passer 45 minutes au téléphone pour toutes les prises de contact. Euh, J'ai le côté un petit peu, voilà, je pense que le jeune papa et les enjeux de sécurité qui se déploient dans le système, voilà, sont de plus en plus présents. Mais on peut tout à fait imaginer aussi que bah, parfois c'est une stratégie efficace, adapté, de dire, bah, tiens, avec cette personne, ok, j'ai investi 45 minutes de temps, mais derrière, si jamais on fait un accompagnement sur X séances, ben, finalement, ce temps-là, en plus de pouvoir bien faire ton travail, était aussi, je dirais, économiquement ça. stratégique, quoi. Exactement. Mais là, encore une fois, je ne le calcule pas, hein. Si le gars, l'autre jour, en l'occurrence, j'avais du temps, j'avais pas calculé le truc, mais c'était génial de répondre à ces questions. C'est parce que c'était une première aussi pour moi, donc je suis curieuse quoi de savoir. Je me disais comment je peux l'accompagner, est-ce que je suis la bonne personne pour lui aussi, parce que c'était une demande très très particulière. Est-ce que je peux faire ça pour l'aider, donc c'était intéressant. Après, généralement, vraiment presque 100% du temps, les appels durent 5-10 minutes max. J'ai très peu de personnes qui y restent longtemps, voilà. Et du coup, si on peut aller à ce niveau de détail, c'est quoi tes items? C'est du coup la demande, on a vu le truc de donc les enjeux de financement. Et... Ouais, même pas nécessairement une demande. La personne, alors souvent, me dit, voilà, je vous appelle de la part d'un autre artiste. Bon, bah voilà, bouche à oreille, merci beaucoup. Donc, une fois que je sais ça, que c'est une artiste ou un artiste, quand est-ce que vous auriez des disponibilités? Généralement, la personne ne me donne pas sa problématique. D'emblée, on prend un rendez-vous et je lui parle
de la possibilité de financement après, si jamais elle est intermittente et intéressée de monter. Alors après, les gens ont une bonne attitude, je trouve. Ils me disent, ah bah oui, mais comme j'ai jamais fait et que je sais pas si ça va matcher entre nous, est-ce qu'on peut faire une séance déjà où moi je vous paye et puis on verra après si on monte un dossier ou pas. Normalement, les gens montent des dossiers après. J'ai eu très peu de cas où, bon, je m'en souviens même pas, où il n'y avait pas de dossier par la suite. Ça, j'ai de la chance en tant qu'artiste d'avoir effectivement 2 agences qui me recrutent pour pouvoir, permettre aux artistes de ouais, en fait, c'est considéré comme des formations pour eux, avec un certain nombre de séances qui sont financées par Pôle emploi pour leur statut d'intermittent. Donc quelque part, ils travaillent pour ça, mais ils n'ont pas à débourser pour mes séances et c'est formidable. Est-ce que, je pense que tu as un peu répondu, mais ça peut quand même être un point intéressant. Est-ce que tu pourrais noter une différence d'engagement entre des artistes ou des gens qui payent de leur poche et des gens qui se font financer? Je dis ça, j'avais discuté à l'époque avec mon copain et collègue Jean Rossi en Suisse. Et en Suisse, il me semble qu'il y a des mutuelles ou la Sécu qui assermentent certains praticiens en hypnose. Donc il y a un examen pour vérifier ton niveau. Et ensuite, il y a des séances qui sont remboursées. Et en fait, il avait arrêté de le mettre en avant parce qu'il m'avait témoigné que les gens qui, c'est un peu triste à dire, mais les gens qui ne payaient pas leurs séances ou pas complètement, avaient un niveau d'engagement qui était vraiment pas du tout suffisant pour bien travailler. Toi, est-ce que tu retrouves quelque chose de cet ordre-là ou pas du tout Et alors je me suis posé cette question, j'ai un peu au début, je me suis dit: «On va voir» et ben pas du tout. Ok, Pour les artistes, leur financement, c'est de l'or, c'est du diamant. ah Ils oui, ont bossé pour ça. C'est déjà un métier qui est un peu ingrat, hein, intermittent du spectacle, où c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour une rémunération qui n'est pas souvent très élevée. Vraiment, hein, on rame en tant qu'artiste. C'est aussi pour ça que j'ai changé de métier un peu. Et donc, l'AFDAS, donc, qui est vraiment cet organisme qui permet des formations ou des cours de chant ou autres, et c'est très précieux. C'est très, très précieux. Et alors là, ils s'investissent à fond, à fond. Donc, qu'ils payent ou qu'ils ne payent pas. J'ai une artiste à laquelle je pense qui, elle, préfère payer de sa poche, volontairement. Mais il y en a qu'une hein, sur le lot des 50 que j'accompagne à peu près. Donc, c'est pas énorme. Hein. Mais voilà, oui, quand je pense que ce sont des gens tellement transparents un peu avec tout qui ils sont que ils font comme ils le sentent. Et ceux qui veulent vraiment payer, ils payent. génial. Mais du coup, tu n'as pas noté de... Non, au contraire, ils Non, savent vraiment pas la de. valeur ouais, de cette possibilité, quoi. C'est ça, ouais. Génial. Bon, le nerf de la guerre, c'est quand même le développement de l'activité. Toi, ou plutôt, qu'est-ce qui t'a le plus aidé pour développer ton activité? Le plus aidé, c'est une bonne question. Les réseaux sociaux. Ah ouais? Facebook, je voulais pas m'y mettre, hein, mais en 2017, voilà, j'ai fait faire mon site internet et le webmaster m'a dit: «Ce serait bien que tu te mettes sur Facebook» et en fait, ça m'a vraiment, aidé considérablement. Les contacts, les relations, rencontrer d'autres personnes, qui font la même chose que moi, mmh, ça a vraiment contribué à développer. Concrètement, ça veut dire quoi? Être présente sur des groupes, répondre un peu quand il y a des questions, faire des Oui, posts, ça va ouais, c'est ça. quel genre d'intervention? Chercher, lire, m'intéresser, mmh, moi j'ai pas fait d'école, j'ai fait une formation en particulier avec une dame pendant 2 ans, à raison de 1 week-end par mois, une dame qui a été ma thérapeute en hypnose. Donc je suis assez atypique là-dedans, hein. J'ai C'est pas ça ta fait formation en hypnose? ouais, ouais, c'est ma formation et Génial, après je j'ai savais fait pas. le CERFPA à Nice pour avoir mon certificat de maître praticien avec des stages là-bas et cetera. Mais en amont, j'ai quand même fait 2 ans, à partir de 2013 jusqu'en 2015, de formation. Donc c'était très long et ça m'a laissé le temps de pratiquer entre chaque mois. On Waouh. avait trois sessions de 10 jours qui étaient extrêmement intenses et vraiment passionnantes. On était 7 dans un groupe, c'était vraiment chouette, sur 2 ans. Mais j'étais assez seule dans mon petit truc finalement, mais je pratiquais déjà tout de suite. Et je crois que ça nourrit, le problème des écoles aujourd'hui, enfin ma fille en l'occurrence, elle sort de Psynaps par exemple, où elle a eu une formation intensive pendant 15 jours, hein, c'était très bref et très intense. Mais là aujourd'hui, bah, elle ose pas se lancer et le truc c'est qu'il y a pas eu de temps d'intégration vraiment propice à,
Euh, là, je peux y aller, j'y vais pas. Et là, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir ce temps tous les mois. Voilà, on mettait en pratique très intense un week-end et en la théorie, pratique et tout. Et ensuite, bah, on s'entraînait. Donc j'ai eu des copines, j'ai eu ma famille. Ça m'a laissé le temps de maturer tout ça. Et après, j'ai pris un cabinet tout de suite sans savoir qui allait venir vraiment. Et puis ensuite, il y a eu Facebook et Instagram, et puis les réseaux, et puis mes connaissances, mes copines artistes qui ont. Après, c'est le bouche-à-oreille. Voilà. Du coup, tu dis un peu en filigrane aussi ta spécialité. Euh, Oui, le fait d'avoir cette connaissance du monde artistique, des enjeux artistiques, de la voix. c'est ça. J'imagine que bah, tu dis, voilà, des artistes, hop, de fil en aiguille, comme si ça a construit presque comment on peut appeler ça? Euh, Ben, ton, une sorte d'identité, hein. ton identité, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Oui, bah, la voix. Alors d'ailleurs, toi, tu as été un super pionnier pour moi parce que c'est un peu toi qui m'as fait penser à cette association d'hypnose et chant. Tu te rappelles avec Leïla dans Bliss Home et tout Ouais. ça, Bliss You. Et je me suis dit, c'est vrai que je dois faire un truc avec la voix. Il y a quelque chose à faire pour les praticiens. Ben oui, pour ces stages-là que j'ai fait pendant des années qui ont vraiment bien marché. Tu fais Je plus suis ça? pas, je suis pas fermée pour en refaire, hein, mais c'est vrai que là, mon énergie est plus tournée vers les artistes, donc je peux pas non plus l'éparpiller partout. Bien Je sais sûr. que ça, c'est un conseil de Monsieur Laurent Bertin qui dit qu'il faut se focaliser sur un truc et pas se disperser partout. Donc j'ai fait le choix des artistes parce que c'est mon truc, quoi. Mais l'hypnose et la voix, je trouvais ça fabuleux d'avoir cette identité-là, effectivement. Moi, j'en garde un souvenir émouvant, ça m'a beaucoup aidé. C'est encore présent ben, quand je travaille souvent, même si ben, la voix c'est quelque chose d'assez naturel. Mais voilà, le fait d'avoir fait ce travail-là est resté avec moi. Et du coup, j'encourage les auditeurs, les auditrices à solliciter Anne-Sophie, ne pas hésiter à mettre des commentaires pour demander d'organiser un stage. Non, parce que c'est vrai que c'est quand même notre outil principal Eh ben oui, en t'accompagnant et dans les formations, on travaille assez peu dessus. Tu fais de la synchro, tu t'adaptes un peu de respiration, mais c'est quand même souvent très léger. Donc, même pour pouvoir, je pense, faire ce métier longtemps, oui. prendre soin de sa position, la colonne d'air, la digestion, le diaphragme, enfin, il y a quand même, je suis très, très amateur de tout ça, mais voilà, des choses qui me paraissent importantes. Oui, je fais des séances individuelles uniquement maintenant, avec pareil, hein, des formateurs, des conférenciers, des gens comme ça qui cherchent à trouver une voie qui leur convienne dans la durée, comme tu dis, et puis une voie centrée qui convainc, les avocats notamment que je vois hein, pour les plaidoiries, trouver cette voie pleine d'assurance. Donc voilà, en visio, ça marche aussi très bien. Génial. Je bosse pas mal avec l'auto-hypnose. Toi, c'est un truc que tu pratiques? Et si oui, toujours dans cette idée de donner un maximum de richesse aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, s'il y a un ou deux trucs qui t'ont particulièrement aidé dans ta pratique de l'auto-hypnose ou voilà ton outil, ta manière de faire de l'auto-hypnose qui Oui, marche la mieux pour toi. moi, j'adore ça. Au début, j'utilisais énormément, début de ma pratique, et parce que c'était comme ça que j'ai été formée. En fait, j'étais formée à l'auto-hypnose, hein, sans vraiment le savoir que c'était ça, mais c'était clairement ça. Et ça m'a énormément aidée pour reprendre la conduite en voiture, Ok. parce que j'avais une trouille monumentale de conduire. Et là, en 3 séances d'auto-hypnose de 20 minutes, ben, j'ai fait 600 km toute seule. C'était génial. Et ça m'a aidé, alors là, un truc dont je suis tellement reconnaissante, ça m'a aidé à mettre la tête sous l'eau, à la piscine et dans la mer. Parce que j'avais encore une fois la trouille de mettre la tête sous l'eau. J'avais une angoisse de ça. Et ben pareil, je sais plus combien très peu de séances d'auto-hypnose avec la joie d'être sous l'eau. Et 2 jours après, j'ai acheté un pince-nez, des lunettes, et puis je mettais la tête. Et aujourd'hui, je suis un vrai petit poisson. Je vais sous l'eau. C'est magique, quoi. Cet outil, il est magique, il est formidable. Et là, alors, mes stages avec les artistes, je leur enseigne l'auto-hypnose parce que c'est un métier où clairement ils en ont besoin. Il faut qu'ils trouvent cette autonomie sur scène. Donc il n'y a que par l'auto-hypnose qu'ils peuvent trouver, tiens, comment je me mets dans cet état pour pouvoir être bien sur scène avec moi-même et pour le public, etc. Donc parfois je leur fais des séances et ensuite je les fais noter
la suggestion pour l'inconscient ou les mots qu'ils ont trouvés, les mots ressources qu'ils ont trouvés. Ça, c'est un mélange d'un peu de plein de formations que j'ai faites. Je fais à ma sauce. Et je fais de la ressource, du changement, mais c'est des séances très agréables, très régénératrices. En plus, ça redonne beaucoup d'énergie, de calme et d'énergie. Et, et j'adore ça. Aujourd'hui, je m'en fais moins, pas parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est peut-être par manque de temps ou j'ai pas besoin, peut-être. Tout va Mais bien. c'est mais ces deux trucs-là, quand même, reprendre à conduire et à nager sous l'eau, c'est juste formidable quand même. Je serais ravi qu'on puisse échanger sur justement la transmission de l'auto-hypnose, parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai pas mal bossé, j'ai des ateliers dessus et tout, donc probablement que ton expérience aussi, parce que ben, voilà, on trouve des choses, on met en place des stratégies pour transmettre, et en même temps c'est toujours forcément un peu limité, donc si jamais on peut s'enrichir, ce serait vraiment bah, ça me donne envie. Avec Euh, plaisir. et cool. Et du coup, pour revenir à la pratique de l'auto-hypnose en tant que toi, en tant qu'individu, en tant que personne, euh, c'est quoi ce qui marche le mieux? Qu'est-ce que tu as fait quand tu as réussi à te libérer? C'était quoi un peu le contenu des séances pour la conduite ou pour remettre la tête sous l'eau? Alors, il y avait une notion de... alors, attends, si je me remets un peu dans l'état, de répétition de la même phrase pendant voilà, un certain temps. Dans 10 minutes, la séance sera terminée. Au retour, tu seras en pleine forme intérieurement. Ensuite, ça, dans 10 minutes, c'est terminé au retour. Espèce de cadre fusible, en fait, hein. Et ensuite, Avec, hum, je te coupe une seconde, avec un côté suggestion directe assez simple. Voilà oui, ce qui va se passer. Pas besoin de c'est faire des ça. suggestions alambiquées, des trucs compliqués. Ok. Ouais. Et après, je me posais la question de quoi j'ai besoin, ou de quoi mon inconscient, enfin bref, de quoi j'ai besoin pour arriver à conduire sereinement. De quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me manque. Et là, il y a forcément des mots qui apparaissent, des sensations, des émotions. Et les mots, je les, j'en laisse trois apparaître, en gros. Trois mots apparaître, des mots dont j'ai vraiment fondamentalement besoin pour pouvoir conduire sereinement, en étant responsable, mais bien sereine dans une voiture. Et je formule une suggestion pour l'inconscient. Donc, sous forme un peu poétique, bah, un peu comme on fait en séance avec les gens, mais et je me la répète au moins 5 fois. Et et ensuite, bah, la séance est presque terminée déjà, hein, et puis on remercie, je sais pas quoi, c'est pareil, hein, 2-3 phrases qui viennent conclure, qui viennent remercier, et puis, et tu te réveilles maintenant en pleine forme, nanana, et hop, voilà. Simple, efficace. Tu m'as remis au Ouais, contact quand je découvrais l'hypnose. Je suis parti faire une randonnée à ski au Maroc avec mon père notamment. À un moment, on dormait dans un refuge et donc mon père, on ne savait pas à l'époque qu'il faisait de l'apnée du sommeil. Donc c'est dire que les ronflements sont très forts et puis très erratiques. Le rythme n'est pas du tout régulier, donc pour dormir, c'est pas évident. Et je me rappelle je trouve très beau ces moments d'auto-hypnose spontanée où en fait, bah, t'as pas fait exprès. Et je me rappelle m'être posé la question. Mais comment est-ce que je vais réussir à m'endormir dans ce contexte-là? Et à l'issue de cette question, j'ai eu la sensation de tomber à l'intérieur de moi. Et c'est la dernière chose dont je me suis rappelé. Je me suis réveillé le lendemain matin comme une fleur. Et pour moi, excellent. c'est un peu la nature de cette question de quoi j'ai besoin. Comment est-ce que je vais réussir? Et euh, coup de bol, parce que je me suis pas fait une stratégie. Pour le coup, c'était plutôt une question inquiète. Oui, Alors, je vais oui. pas y arriver, mais la formulation, en plus, à un moment où je baignais beaucoup dans l'auto-hypnose parce que je découvrais tout ça, j'ai l'impression que ça a créé cette réussite qui m'a permis par la suite de m'endormir très facilement et même dans les moments où j'ai eu du mal à m'endormir. Parce que, objectivement, je me suis jamais endormi volontairement aussi rapidement que cette fois-ci, hein. Ah ouais. Là, c'est super surprise, tu vois, mon corps s'est endormi, mon esprit s'est endormi au moment où j'ai posé la question. Par contre, ça a tellement installé la confiance que je suis capable de m'endormir facilement que bah, toutes les autres situations, en tout cas, j'ai plus de stress et qui peut être de nature justement à empêcher l'endormissement. Et je trouve que tu as nommé un autre truc qui est intéressant et qui parfois est peut-être un peu perdu de vue. En hypnose, j'ai l'impression, pour le changement, j'ai l'impression que on va viser les émotions, tu vois, le déclic, quoi, l'expérience émotionnelle correctrice qui fait qu'il y a un avant et un après. Et quand on y arrive, c'est extraordinaire. Par contre, la vérité, c'est qu'il y a un autre chemin pour le changement, qui est aussi le chemin plus laborieux, celui de la répétition.
Et c'est vrai que dans l'hypnose classique, on répète beaucoup. Et je Oui. trouve que dans les manières de transmettre l'hypnose, on va dire ericksonienne ou un peu plus moderne, parfois, comme on vise ce côté émotion, on perd de vue que la répétition a aussi vraiment des bénéfices. Et quelque part, toi, c'est un peu ce que tu nous dis. Donc, je pense que Oui, c'est vraiment j'ai été formée vraiment comme ça, avec le fait de répéter beaucoup, beaucoup. Ma thérapeute répétait beaucoup, beaucoup les mêmes phrases plusieurs fois. Et en fait, ce que ça permettait pour moi après dans ma guérison personnelle, hein, c'est parfois j'avais des mots qui réapparaissaient dans ma tête dans la journée parce qu'elle avait répété. Bah, c'est un apprentissage, l'inconscient, il emmagasine tous nos apprentissages, donc c'est une répétition. Et les mots, parfois, ils ressortaient comme ça dans des moments propices où j'en avais besoin. Ah, super, ça Et revient. ce qui est très touchant dans ce que tu dis, c'est aussi comment est-ce que on va avoir tendance à refaire nous en auto-hypnose et peut-être d'ailleurs dans nos manières d'accompagner, on a tendance à refaire ce qui a bien marché pour nous. Et donc toi, cette accompagnante, Et visiblement, oui, par la répétition, elle t'a et surtout enfin, il y a pas surtout, il y a aussi le côté un peu auditif, côté le mot qui s'entend. Pour une chanteuse, c'était probablement assez bien trouvé. Et comme ensuite, ça a l'air d'avoir fonctionné pour toi et que ton système s'en est saisi, tu as l'air de la facilité à le refaire ensuite et ensuite à l'animer. Euh, exactement. Mm. écoute, génial. Je suis un petit peu. Voilà, j'ai encore plein de questions à te poser. J'ai envie qu'on profite au maximum du temps qu'on est ensemble. Euh, S'il y avait une lecture ou une formation qui a vraiment changé ta vie, ou tu t'es dit, ah, après, il y a eu un avant, un après. Bah, euh, c'est Jonathan Bal-Legroux, je ah dirais, ouais. pour la formation des sportifs de haut niveau. Ça, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Je le remercie souvent d'ailleurs, parce que voilà, ah ouais, là, c'était chouette. Enfin, ça m'a orientée vers ce que je voulais vraiment faire. Génial. Sinon, une lecture, moi, j'adore Franck Lobvet. Ouais, Euh, voilà, donc j'écoute beaucoup de podcasts, moi, en fait. J'écoute beaucoup, plus que je ne lis. Après, il y a aussi le livre de Raphaël Giordano. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, ok. qui m'a aidé à changer radicalement ma vie il y a 1 an et demi maintenant et voilà, à divorcer après 22 ans de mariage. Et je l'ai rencontrée en plus, cette écrivaine. Je l'ai rencontrée et on a passé un moment toutes les deux qui a été hyper décisif pour moi, en plus du livre. Wow. Donc c'était juste incroyable, quoi. Génial. Ouais. Génial. Super, merci beaucoup pour ça. Finalement, on a déjà bien tourné autour de ces éléments. Euh, du coup, pour finir, j'ai une petite question à tiroir pour toi. Ah, Euh, une question à tiroir et une question, je t'en donne trois en une. Euh, Comme tu as déjà répondu, sens-toi libre de voir ce qui peut venir compléter. Si jamais pour finir, tu avais un conseil, et je pense aux gens plutôt qui débutent ou qui envisagent de se lancer, et puis comme ça je prépare un peu ton cerveau, si jamais tu as un conseil peut-être pour des gens qui sont déjà plus expérimentés, qui ont quelques années de cabinet. Et puis la dernière question que je te poserai ensuite, ce sera de savoir s'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que tu n'as pas posée. dis donc, c'est super. Tu vas chercher ça. Je sais pas. Euh, alors, un conseil au nouveau. Euh, Là, je pense directement à ma fille qui vient juste d'avoir ses certificats. Bah oui. Quel conseil je donnerais? Je donnerais le conseil d'être complètement soi-même, de rester soi-même, de ne pas vouloir copier quelqu'un d'autre euh, et d'être profondément humain dans l'accompagnement. C'est-à-dire que parfois, ça m'arrive, moi, de parler, quand je le sens, hein, et ça m'arrive de parler de ma vie. Et je me rappelle, les peu de fois où je le fais, à chaque fois, j'ai un retour de la personne. Merci beaucoup de m'avoir partagé, ça m'a fait un bien fou. Donc en fait, c'est cette authenticité, cette espèce de, c'est pas, on n'est pas au-dessus de l'autre, on est vraiment humain comme l'autre que l'on reçoit. C'est hyper important de garder ça en tête et dans le ressenti. On n'est pas les sauveurs du monde du tout, on est juste des humains comme ceux qu'on reçoit. Ça serait un conseil vraiment qui me vient comme ça pour les débutants. Après, pour ceux qui ont plus d'années, c'est un truc très technique, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais moi j'envoie systématiquement des SMS de rappel 48 heures avant pour les rappels de rendez-vous. C'est ma formule à moi d'Octolib, on va dire. Mais ça, c'est quelque chose au début, quand les gens oubliaient ou venaient pas, c'était quand même pas évident à vivre, hein, cette espèce de bah, le petit lapin, quoi. Et j'ai instauré ça. Je suis hyper régulière, moi, comme fille, donc c'est un peu facile. Hop, 48 heures avant, rappel à telle heure. Et là, je n'ai aucun
d'oubli, j'ai aucun, voilà, ou si la personne ne peut pas, vraiment, elle me prévient au moins. Mais depuis que j'instaure ce système-là, ça va très très bien. C'est quelque chose de très pratique hein, que je dis là. Euh, et puis la question que j'aurais aimé que tu me poses, eh bien écoute, c'est très intéressant. Euh, Attends, pendant que tu continues d'infuser ça te va? Je propose de juste de rebondir sur ce que tu disais. Euh, euh, le fait de parler de soi, et je sais pas si tu pourras nous donner une réponse, parce que finalement, c'est pas évident. Euh, je trouve que ça peut être effectivement un très bel outil. Et en même temps, en tout cas, ça mériterait peut-être de clarifier les critères. euh, Comment est-ce qu'on choisit de le faire ou de ne pas le faire? Et comment est-ce qu'on le fait quand on le fait? On peut imaginer, tu vois, les extrêmes. Tu parles jamais de toi, un thérapeute très froid. L'autre, le thérapeute qui déverse toute sa vie personnelle, mais tu as l'impression qu'il le fait pour son ego. hmm, Mon critère, il est clair, et je pense qu'un filigrane te connaissant, c'est que ce soit au service de l'autre. Euh, Peut-être que ça mériterait, mais là, on n'a plus le temps, évidemment. Si tu as des éléments qui te viennent tout de suite, mais plus tard, ce serait génial aussi, de comment aider ou comment clarifier justement le choix de parler de soi ou de pas parler de soi. oui, c'est ça. Ben, comment clarifier? Oui, c'est un ressenti, hein, c'est pareil, hein. C'est Mais ça rebondit, pardon, excuse-moi, je te recoupe. ouais, J'aime pas faire ça en plus deux fois sur la fin de l'entretien, mais justement, quand tu disais soyez vous-même d'une certaine manière, évidemment, je vais dans ton sens, et en même temps, je suis toujours un peu des grands écarts comme ça. Quand on se forme, quand on découvre, souvent il y a un mécanisme de modélisation où justement, pour acquérir la compétence, comme les enfants qui imitent les parents, pour apprendre à oui, parler, et puis ensuite, à force de modélisation, on finit par construire sa propre identité d'accompagnant. Et donc, ça m'a frappé d'une certaine manière parce que je pense qu'il y a vraiment ce paradoxe, d'une certaine manière, en tout cas cette complémentarité entre je me nourris, je m'inspire, j'imite, je copie quelqu'un, le temps d'acquérir la compétence pour développer mon identité. hmm, complètement d'accord. Ouais, c'est très important ça. Ouais. Donc c'était une petite parenthèse qui nous amène effectivement, Oui. s'il y avait, et c'est la dernière, une Hmm. question que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet que tu aurais aimé aborder. Euh, Si je devais recommencer mon parcours de vie, est-ce que je continuerais, est-ce que je ferais ce métier aussi? Si je devais recommencer mon parcours, est-ce que je dirais encore que je veux être praticienne en hypnose? Du coup, c'est ça la question que tu aurais aimé que je te pose? Peut-être, ouais, dès le début, avant même d'être chanteuse. Ah oui, d'accord. Et alors? Eh ben oui, je pense que oui, sauf que le chant m'a quand même vraiment aidée aussi à démarrer la femme que je suis aujourd'hui. Mais tu sais, les reconversions, hein, il y a un truc avec la reconversion qui peut aussi aider, parce que là, la question que tu poses, elle n'est pas évidente, dans le sens où je pense aussi aux gens qui, soit qui commencent leur vie d'adulte, voilà, par l'hypnose, comme ma fille, par exemple, qui a 21 ans, hein, soit des gens pour qui c'est un second métier. Est-ce qu'ils feraient directement ce métier dès le départ ou pas? Et pourquoi? La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas vraiment réécrire la vie, donc Mais non, oui, aussi, on peut pas vraiment. enfin non, c'est sûr qu'on peut pas. Après, on peut probablement réécrire une partie des apprentissages qu'on a fait de nos expériences passées. Ouais, Mais en tout cas, c'est touchant parce que ça nous fait sentir que, mais en plus, tu nous l'as montré, tu nous l'as dit, toute la richesse et les enjeux aussi, les difficultés de ta vie d'artiste avant, ouais, qui ont peut-être parfois été d'ailleurs très difficiles, et puis pour vraiment des moments très exaltants aussi. Puis je pense à ton mariage, il y a eu plein de belles choses, et puis il y a eu des difficultés aussi. De toutes ces expériences, ben, du coup, ça t'a amené à construire ton identité aujourd'hui d'accompagnante. Et ce qui est très beau, je trouve, c'est que tu dis, bah, s'il n'y avait pas eu ça, bon, c'est un peu si on mettait Paris dans une bouteille, mais en tout cas, ça témoigne que visiblement, t'es tellement aligné, tellement à ta place aujourd'hui, que, en tout cas, cette identité d'accompagnante, euh, si c'était à refaire, tu pourrais la reprendre dès le début, quoi. certainement. Voilà. Écoute, Anne-Sophie, un immense merci. Je suis très touché de l'échange Merci qu'on a à eu. toi, Adrien, c'est vraiment génial. J'ai pas vu le temps passer. Moi non plus, je suis un peu frustré qu'on n'ait pas plus de temps, mais il y a cet adage en entrepreneuriat en anglais, ils disent set constraints. Imposez-vous des contraintes, et il semblerait que s'imposer des contraintes soit une bonne manière de finalement d'être Oui, efficace. exact. Donc, moi, je vais évidemment réécouter l'entretien pour j'ai un peu de montage et tout ça, donc je pense que je vais pouvoir remesurer toute la richesse de ce que tu nous as partagé.
Je mettrai évidemment tous les liens pour que les gens qui sont curieux de ton travail puissent trouver ça facilement. Et puis pour finir, je vais faire les petites invitations rituelles. Chères auditrices, chers auditeurs, pensez à liker, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez même mettre un cœur, que sais-je, commentez, posez-nous des questions. Et puis soyez fous, partagez cet entretien si vous pensez que ça mérite de l'être. Et comme ça, on peut continuer de grandir et d'avancer tous ensemble. Et puis encore merci, un grand merci Anne-Sophie et je vous dis Merci à toi. Merci beaucoup, Adrien. pour de nouvelles aventures. Salut Ciao. toutes et tous, bye bye.